Salut à toutes et à tous, bienvenue dans ce débrief hebdo du dimanche à 10 h. Merci encore de votre fidélité. Bon, j'ai vu que d'après les commentaires, vous avez apprécié ce nouveau format, plus sur la forme que sur le fond. Alors c'est vrai que sur le fond, on enlève un petit peu le fun qui avait fait d'ailleurs l'essence même de ce débrief hebdo tous les dimanches depuis maintenant plusieurs années. C'est comme ça, les temps changent, les gens évoluent, vous comme moi. Donc on va continuer comme ça dans ce sens-là et on apportera à nouveau des nouvelles modifications tout au long de cette année 2025 en fonction de vos commentaires, de vos idées éventuellement et des miennes bien entendu. Alors cette semaine, on va voir ensemble qu'il y a eu beaucoup de mouvements sur les marchés. On a eu beaucoup d'éléments, que ça soit macro et micro, donc c'est-à-dire sur le plan de l'économie mais aussi sur le plan des entreprises. Ça a apporté pas mal de mouvements aussi bien aux États-Unis qu'en Europe, moins d'ailleurs en Asie, on va le voir ensemble. On va parler très brièvement également des marchés crypto où ça se passe plutôt pas mal. Je vous rappelle, si vous êtes abonné, n'oubliez pas d'ailleurs de le faire si tel n'est pas déjà le cas. Vous recevez finalement toutes les notifications des vidéos que je publie en cours de semaine, que ce soit des shorts maintenant sur YouTube, mais également bien évidemment le débrief crypto qu'on fait en cours de semaine et plus précisément en milieu de semaine. Je apporterai un petit update par rapport à ça. Je vous propose d'aller tout de suite dans le vif du sujet avec donc cette semaine, on attendait les publications des chiffres d'inflation aux États-Unis. Je vous rappelle que ça c'est très important pour les marchés pour anticiper l'évolution de la baisse ou non des taux de la Fed en 2025. Les marchés attendent une nouvelle baisse des taux de la Fed mois de juin, mois de juillet, peut-être même un petit peu plus tard et ça dépend bien évidemment déjà dans un premier temps de l'économie. Si l'économie ne va pas bien, la Fed est plutôt amenée à baisser le coût de l'argent pour relancer la machine, que ce soit sur le plan de la consommation, donc des prêts aux particuliers, mais également des investissements des entreprises. Et au niveau de l'inflation, donc toujours jouer avec ces deux curseurs, économie et inflation. Si l'inflation reste élevée, elle va être obligée de laisser ses taux directeurs à 4,5% actuellement et pas les baisser trop vite parce que sinon les prix ne vont jamais baisser. Si on regarde un petit peu justement les données qu'on a eues cette semaine, alors on a eu trois données en fait importantes dans les chiffres d'inflation. La première, c'est, vous le voyez ici, le PPI, indice des prix à la production. Donc c'est pas l'inflation directement, mais c'est les prix à la production et en fonction de ça, derrière, ce sera bien évidemment impacté sur les prix à la consommation probablement plus tard. Et aujourd'hui, donc en fait sur le mois de décembre, les chiffres des prix à la production, vous voyez ici qu'ils sont en rouge, ils sont en dessous de ce qui était attendu, donc c'est plutôt une bonne nouvelle pour les marchés. Ça a été un premier déclencheur, donc 0,2% de hausse des prix à la production contre 0,4% attendu. Ça a été un premier déclencheur. Le deuxième, ça a été le CPI, indice des prix à la consommation cette fois-ci, donc l'inflation. C'était comme attendu, 2,9%, pas de surprise, le marché aurait pu ne pas réagir. Sauf que dans cette donnée-là, il y a le core CPI. Et le core CPI, c'est quoi? C'est l'indice d'inflation des prix à la consommation en excluant alimentation, énergie. Pourquoi? Parce que l'alimentation et l'énergie, surtout l'énergie, donc en fonction des cours du pétrole d'ailleurs qui ont pris 10% ces dernières semaines, ce sont des données très volatiles. Donc ça permet de mesurer l'indice des prix à la consommation, mais j'ai envie de dire vraiment la base solide. Cet indice-là a été meilleur que ce qu'on attendait, même si c'est en rouge, ça veut dire que c'est inférieur aux attentes, donc ça c'est plutôt bon pour les marchés. Ce qui a permis donc dans un premier temps de détendre, alors ça on le verra plus en détail tout à l'heure, mais de détendre déjà dans un premier temps les taux d'intérêt. Si on regarde ici le taux à 10 ans aux États-Unis qui s'approchait, je vous le rappelais, dangereusement des 5%, on était à 3,5 quasiment, on était autour, un peu en dessous des 5%, on était à 4,80 très exactement. Vous voyez finalement que depuis 3 séances, qu'est-ce que fait depuis les publications de ce chiffre-là? Les taux à 10 ans aux États-Unis se détendent, ce qui profite du coup au marché actions. Donc ça, c'est la première élément qu'on a eu. Et puis, bien évidemment, ça profite donc aux actifs, ce qu'on appelle aux actifs risqués. Donc en l'occurrence, les indices, les marchés actions. Et on a notamment, par exemple, l'indice Dow Jones qui a bien performé cette semaine. Le SP500, le Nasdaq, on verra plus en détail tout à l'heure, un peu moins bien. Et puis, alors le dollar américain, c'est ça un petit peu là, ce qui est assez étonnant, c'est que le dollar, contrairement au taux à 10 ans qui s'est détendu, oui, il s'est détendu un petit peu ici sur le dollar index, mais finalement, il n'y a pas vraiment de grosse détente. On est toujours dans une pente qui est particulièrement ascendante depuis le début du mois d'octobre. Et puis, on a eu donc une deuxième salve de publications. Donc là, cette fois-ci, ce sont les publications d'entreprises aux États-Unis, puisque je vous rappelle que le bal des publications du quatrième trimestre, ça y est, a commencé. Ça commence toujours par le secteur bancaire et on a eu beaucoup de bancaires qui ont publié. Je vais regarder mes petites notes à côté pour pas dire n'importe quoi. On a eu donc JP Morgan qui a publié, donc c'est une banque américaine, un bénéfice net annuel
record qui a dépassé les attentes du marché. On a eu Wells Fargo qui a enregistré un résultat trimestriel meilleur que prévu. Donc les actions, bien évidemment, quand c'est meilleur que prévu, montent. Goldman Sachs également, bénéfice trimestriel le plus élevé depuis 2021. Ça a dépassé également les attentes. Je continue, il y en a encore deux. Bank of America, quatrième trimestre, supérieur aux attentes. Bénéfice net de 6,67 milliards de dollars. Et puis, on a eu également Morgan Stanley, donc banque d'investissement, qui a annoncé donc des bénéfices de 2,22 dollars par action. Augmentation significative de ses revenus, on est à plus de 16 milliards de dollars qui dépassent aussi les prévisions. Donc forcément, ça a aidé également à rassurer le marché aux États-Unis. On avait un petit peu cette inquiétude cette semaine, en tout cas les marchés maintenant depuis 2-3 semaines étaient plutôt, et on l'avait vu la semaine dernière, dans une pente descendante avec toutes ces inquiétudes d'inflation, la saison des résultats, et on attend énormément de croissance des bénéfices en cette année 2025. Donc les attentes sont assez élevées, les valorisations sont élevées, les attentes en termes d'inflation sont élevées. Pour le moment, ça passe. Alors, il y en a peut-être une qui a fait, c'est le mauvais élève, c'est un peu le bonnet d'âne de la semaine. UNH, donc ça, je vous rappelle, c'est la deuxième pondération de l'indice Dow Jones. Petite parenthèse, le Dow Jones, c'est pas pondéré en fonction de la capitalisation boursière, que ça soit comme le CAC, le DAX, le SP500, etc. C'est en fonction simplement des cours d'une action. Donc, c'est-à-dire que le cours qui est le plus élevé parmi l'indice, c'est celui qui a la plus grosse pondération. Peu importe le nombre d'actions, peu importe sa capitalisation. UNH, c'est la deuxième pondération du Dow Jones. Si je ne me trompe pas, la première, c'est Goldman Sachs, puisqu'elle vaut plus de 600 dollars. Si on regarde un petit peu les graphiques, effectivement, a mal publié. En tout cas, les résultats ont montré qu'il y avait des coûts médicaux trop élevés et chiffre d'affaires en dessous des attentes. Donc, si on regarde l'action UNH, si je la retrouve sur mes graphiques, ici, vous voyez qu'elle a quand même pâti de cette publication. Donc, elle a perdu 6%. Alors, ça n'empêche pas le Dow Jones de continuer à progresser, aidé notamment par le secteur bancaire. Je vous rappelle que dans le Dow Jones, notamment, il y a du Apple, du Microsoft, etc. Donc, il y a quand même des mastodontes pour le moment qui tiennent très bien. Et UNH, voilà, a fait mauvaise figure cette semaine. Donc, ça n'a pas empêché les indices américains de monter avec toutes, finalement, globalement, toutes les news de cette semaine sont plutôt positives. Je vous avais annoncé donc concrètement que moi j'avais une casquette rouge, j'étais vendeur sur les indices américains, notamment le Dow Jones et le SP500. Pourquoi? Tout simplement parce qu'on avait une tendance baissière, tout simplement parce qu'on sortait par le bas de ce triangle descendant qu'on avait ici, notamment en 4 heures sur l'indice Dow Jones. Si on zoome un petit peu, des plus hauts de plus en plus bas, une pression baissière. On est même sorti par le bas, etc. Et je veux dire, attention, par contre, si semaine prochaine, donc cette semaine, on réintègre ce triangle descendant et qu'on repasse donc ce que j'appelle une zone de polarité, donc c'est une balise que je me mets tout simplement, si on passe au-dessus de cette zone des 42 200, et à ce moment-là, j'invalide mon plan et je dégage. Alors c'est ce que j'ai fait. Alors j'ai pris des petits gains, alors moins bien évidemment que si j'avais tout sorti en bas, mais j'avais des objectifs plus ambitieux. Mon objectif quand je fais du swing, c'est pas pour gagner 1,5% sur un indice, c'est pour gagner beaucoup plus. Sinon ça m'intéresse pas, ou alors sinon c'est pas du swing, sinon c'est simplement de l'intraday. Donc j'ai tenu mes positions, j'ai sécurisé mes positions, soit ce qu'on appelle en stop loss win. Donc en gros, quand on se fait déclencher sa position en stop loss, on perd pas de l'argent, mais on en gagne quand même. Alors c'est du manque à gagner, tout simplement. Effectivement, j'ai eu pas mal de manque à gagner puisque finalement on a réintégré cette zone-là et tout de suite après, l'indice a gapé avec toutes les différentes news qu'on vient de voir, que ça soit en termes d'inflation, que ce soit en termes de publication de résultats, etc., etc. Et c'est donc la même chose sur le SP500. On avait donc une dynamique qui était baissière depuis maintenant finalement un mois, depuis à peu près mi-décembre, une première impulsion baissière, ensuite on a eu un range, croisement des moyennes mobiles, on sort par le bas de ce rectangle, ce qu'on peut appeler une phase de latérisation tout simplement, avec un open en extrême, donc tout de suite c'était vendredi la semaine dernière, le marché ouvre et puis on a une pression vendeuse qui se met en place tout au long de la séance. Donc ça, c'est plutôt initiateur d'une poursuite et d'une continuation tout simplement de la dynamique baissière, sachant qu'en plus on a des plus hauts de plus en plus bas en daily, croisement ici à MM20 à MM50 qui va s'opérer. Et puis finalement, qu'est-ce qui s'est passé? Donc la réintégration, je vous avais dit, si on réintègre les 5860, 5870, qui étaient tout simplement mes derniers points d'entrée sur le SP500, à ce moment-là, c'est invalidé. Je sors à zéro et puis terminé. C'est exactement ce qui a eu lieu, malheureusement. Donc on n'est pas allé beaucoup plus bas. On a fait un gap baissier finalement le lundi. Le marché a commencé à remonter. Ça a ravalé finalement la bougie précédente et puis derrière, on a eu un gap aussi. Alors là, ce qui est assez étonnant, c'est qu'on est en train d'avoir exactement l'inverse que la semaine dernière. Donc,
Depuis maintenant plusieurs semaines, on est dans ce que j'appelle un marché qui est versatile. Donc, la semaine dernière, on a quand même des signaux baissiers avec des open en extrême, haussière, etc. Donc ça montre quand même qu'il y a une pression vendeuse. Et cette semaine, c'est exactement l'inverse. C'est que justement, on a même des gaps haussiers et un open en extrême, mais cette fois au plus bas, avec une bougie haussière. Donc ça montre que dès que le marché ouvre, en tout cas c'était mercredi, dès que le marché ouvre, hop, ça continue à progresser, etc., etc. C'est la même chose d'ailleurs sur l'indice Dow Jones. Donc aujourd'hui, c'est la même chose, mais à l'envers. Je suis pas quelqu'un de contrarien dans le sens où quand j'ai des éléments positifs, je vais éviter d'aller à l'inverse. Quand j'ai des éléments négatifs, je vais éviter d'aller à l'inverse. Voilà, je vais éviter d'acheter, etc. Donc le but, c'est d'essayer d'accompagner des tendances le plus longtemps possible. Aujourd'hui, alors on peut pas dire qu'il n'y a pas de tendance parce qu'il y a toujours une tendance, soit elle est haussière, soit elle est baissière, soit elle est neutre. On peut dire que sur le SP500, maintenant la tendance est neutre puisqu'on est tout simplement pile poil au milieu de ce range-là. Donc aujourd'hui, avec les éléments qu'on a, notamment positifs en termes de bougies, gap haussier, open en extrême, les news, macro, micro, qui apparaissent positives quand bien même les attentes sont importantes, a priori, on devrait aller chercher la borne haute. C'est la même chose sur l'indice Dow Jones, où aujourd'hui, on a ce qu'on appelle un open en extrême, un gap haussier. La figure ici en triangle descendant, je peux la mettre à la poubelle. On est simplement ici dans une phase de range. Il y a encore un petit truc, c'est effectivement, il y a la MM50 daily au-dessus de la tête et on est toujours finalement dans une tendance qui est baissière ici depuis finalement le début du mois de décembre. Et si on prend le point haut, le point bas, vous me croyez pas, ce niveau-là, ça correspond pile poil à 50% de retracement de ce mouvement, ce qui me permet là aussi d'avoir une balise supplémentaire, un élément complémentaire pour dire ok, est-ce qu'on est dans une tendance baissière ou pas? Alors la tendance primaire reste baissière en daily. On est dans un range, on est proche de la borne haute. Donc on verra effectivement la semaine prochaine si le marché a cette capacité à tenir le rythme sur plusieurs séances. C'est pas le cas depuis le début de l'année. Clairement, c'est pas le cas. Vous prenez le SP500, on a une énorme bougie rouge pendant 3 jours, ça fait que monter. On se dit ça y est, regardez, on va refaire un petit peu le. Voilà, vous avez ce genre de bougie, vous dites ok, on a une énorme impulsion baissière, c'est quand même pas bon sur le SP. On retrace tout et là on se dit c'est fini, c'est derrière nous, c'est bon, on va aller faire des ATH à minima. Et puis finalement, quelques jours plus tard, on s'aperçoit que c'est le point haut, on a des signaux baissiers, etc. Donc aujourd'hui, le marché reste très versatile. La priorité dans ce genre de marché-là, c'est pas d'avoir de frustration par rapport à ce qu'il aurait fallu faire, c'est d'être concentré vraiment, je pense, en tout cas moi c'est ce que je fais, sur la gestion des positions une fois qu'elles sont déclenchées. Qu'elles soient acheteuses, qu'elles soient vendeuses, peu importe, que les éléments soient positifs, négatifs, effectivement, il faut des critères qui vont dans notre sens en fonction de notre façon de fonctionner sur le marché, mais il faut absolument pas forcément insister dans un sens si le marché nous donne tort rapidement. Aujourd'hui, le marché, dans un sens ou dans l'autre, peut nous donner tort rapidement et il faut pas vraiment insister et avoir une casquette. Alors après, on peut se dire oui, mais du coup, tu aurais dû inverser tes positions rapidement. J'aurais pu reverse, ce qu'on appelle reverse une position, c'est de passer d'acheteur à vendeur tout de suite ou de vendeur à acheteur tout de suite. Oui, mais je passe toujours à une casquette intermédiaire qui est une casquette bleue. Donc aujourd'hui, je vais laisser un petit peu respirer le marché et absorber tout ça. Et si on continue effectivement à avoir des indications positives au cours de la semaine prochaine, si le SP500 arrive à invalider ses plus hauts de plus en plus bas, passer au-dessus de cette oblique descendante et notamment le Dow Jones passer ce niveau de 50% de retracement, donc c'est-à-dire au-dessus des 43 500, là à ce moment-là éventuellement effectivement je passerai pourquoi pas acheteur pour viser pourquoi pas les records historiques, etc. Donc le but c'est pas de se projeter finalement sur plusieurs semaines parce que on voit très bien que c'est très difficile, voire même impossible à deviner, mais le timing d'intervention est important et je dirais même en termes d'application, encore une fois que vous soyez d'accord ou pas avec moi, c'est vraiment pas ça moi mon objectif, c'est simplement vraiment d'agir de manière rapide sur la gestion de ses positions pour ne pas être emmerdé si jamais ça part pas dans son sens assez rapidement. Donc voilà pour le moment sur les indices américains et j'ai pas vraiment parlé du Nasdaq parce qu'en fait si on regarde le Nasdaq, finalement on est toujours dans une grosse phase de latérisation ici qui a beaucoup plus de mal d'ailleurs que le SP500 et son copain le Dow Jones, tout comme d'ailleurs le Russell 2000 qui représente les petites capitalisations aux États-Unis. Je vous rappelle qu'on est ici, on a échoué sur une énorme zone qui était ma zone de vente. Vous aviez d'ailleurs dans le carnet de bord si vous faites partie d'IVT sur les 2300. On a également quand même des signaux assez importants ici, plutôt vendeurs sur le Russell 2000. Vous voyez, on a une phase de consolidation. On sort par le bas de manière tout à fait logique dans le sens de la tendance précédente, sachant qu'en plus, on avait une impulsion baissière. Et puis finalement, quelques jours plus tard, avec toutes les news qu'on a eues aujourd'hui, ça renverse donc la vapeur sur le marché qui devient un petit peu plus positif. Donc le Nasdaq, lui, est un peu entaché par notamment cette semaine les technos. Alors les technos, pourquoi? Parce qu'on a toujours ce spectre de droit, de douane
de Trump vis-à-vis de la Chine, etc. Donc on a par exemple Nvidia, hein, vous connaissez tous maintenant, depuis le mois d'octobre, vous voyez qu'on est en train de flirter finalement avec les plus bas du mois d'octobre, donc il n'y a plus vraiment de jus là-dedans. On a eu également Apple qui a un peu souffert cette semaine quand même, hein, au moment où je tourne la vidéo, donc la veille, donc jeudi, elle a terminé quand même à moins 4%, ça ne veut pas dire qu'elle va forcément aller beaucoup plus bas, mais ça veut dire simplement que pour le moment il y a quand même une pression notamment sur le secteur techno, donc attention quand même, notamment sur le Nasdaq. Alors ça je l'ai repéré plutôt parce que c'est un indice faible. Si on fait notamment ce qu'on appelle un breakout baissier daily, si on repasse sous des bougies journalières précédentes, sous les plus bas d'une bougie journalière précédente, ce qui pourrait indiquer un petit peu plus sur une indication de faiblesse. Pour le moment, et je vous avais dit notamment c'est les 2 derniers débriefs hebdo, vous vous souvenez, les gros points de repère de dégradation à moyen terme des indices américains, cette ligne bleue, MM20 Weekly. Et on voit toujours que c'est MM20 Weekly. C'était un peu l'enjeu de cette semaine. Vous vous souvenez ce que j'avais dit la semaine dernière. Donc, je tapais sur les faibles. Bon, j'ai été rapidement invalidé, hein, c'est comme ça arrive. Finalement, vous voyez que c'est MM20 Weekly, ça a été l'enjeu de cette semaine avec les chiffres d'inflation. Et finalement, elles ont tenu. Donc, fausse alerte effectivement sur les indices américains de dégradation. Et même si on regarde ici l'indice de Jones, vous voyez qui était le plus faible, qui était largement en dessous de sa MM20 Weekly, finalement, rapidement, il a réintégré. Et on est même en train de faire ce qu'on appelle une englobante haussière Weekly. Donc ça, c'est plutôt démonstratif du marché, d'une psychologie qui passe de vendeur à acheteur de manière assez violente. Ah oui, j'ai failli oublier de vous parler du Nikkei, justement en Asie. En fait, vous voyez que c'est beaucoup plus rangy que ce qui se passe notamment aux États-Unis ou en Europe. C'est ce que je vous disais en introduction. Et je vous avais parlé aussi donc de mon 3e indice que j'allais privilégier, c'est notamment l'indice Nikkei. S'il échouait sous les 40 000 et qu'il donnait un signal baissier, ça m'intéresserait de le vendre. Vous voyez que ça a très bien fonctionné et ça continue d'ailleurs à bien fonctionner. Un premier objectif a été atteint en milieu de range. Le deuxième objectif, c'est toujours autour des 37 000, 37 300 points. Et vous voyez que finalement, si on regarde aussi en pourcentage, ce qui est important, c'est que beaucoup regardent finalement leur variation, en tout cas des indices en nombre de points. Mais ce qui est important, c'est le pourcentage en fait d'évolution, puisque c'est en fonction du nombre de points que vaut l'indice qu'on va adapter la taille de ses positions. Et donc, si vous regardez finalement sur le Nikkei, on a perdu quasiment 4% depuis, et on est toujours en train de perdre 3% finalement depuis le signal de vente qu'on a eu sur cette zone des 39 600 points exactement. Et à partir de là, je continue du coup à travailler à la vente, en tout cas cet indice, tant qu'il ne me donne pas tort, donc tant qu'il ne réintègre pas justement cette zone des 39 500, 39 600 points. Et à ce moment-là, effectivement, j'invaliderai mon plan, même si un premier objectif a déjà été atteint, donc ce qu'on appelle un TP1. On prend une partie de ses bénéfices en gain, on laisse courir l'autre partie, on sécurise la partie des positions qui nous restent et on vise des objectifs plus ambitieux, ce qui permettra du coup demain, éventuellement, en tout cas la semaine prochaine, de retravailler pourquoi pas à la vente si on revient sur la borne haute de ce range-là et qu'on redonne un signal baissier à nouveau. Mais on voit très bien qu'en Asie, c'est beaucoup plus compliqué finalement que ce qui se passe en Europe ou aux États-Unis. Et même si on regarde d'ailleurs l'indice Hang Seng, l'indice chinois, regarde également, il est baissier, même s'il essaye cette semaine de réintégrer le bas du range, mais on voit que c'est beaucoup plus compliqué. Et puis, la dernière chose que je vais surveiller, notamment sur les marchés traditionnels, c'est alors l'euro-dollar, avant de parler rapidement de l'Europe. L'euro-dollar, alors c'est assez étonnant parce que quand on a généralement justement des chiffres d'inflation qui sont meilleurs qu'attendus, on a détente du taux à 10 ans, ce qui a lieu, hausse des actifs risqués, ce qui a lieu. Et puis, du coup, si le dollar baisse, l'euro-dollar monte. Et vous voyez que l'euro-dollar ne monte pas du tout. Donc, on a toujours plutôt une pression sur l'euro qui continue à perdurer et on n'arrive pas à passer cette MM20 daily. Donc, vous voyez ici que j'ai mis une alerte sur la MM20 daily. Si on arrive à passer au-dessus des 1,0350, ça pourrait m'intéresser effectivement pour l'acheter. Déjà, parce qu'il a quand même beaucoup baissé, ce n'est pas un argument suffisant, mais j'avais une zone d'entrée autour des 1,04, 1,05 que je n'ai pas prise, en tout cas à l'achat, parce que je n'avais pas de signaux positifs. Aujourd'hui, l'euro-dollar est en train de consolider encore et on a toujours cette pression vendeuse sur l'euro-dollar. Donc à surveiller quand même pour la semaine prochaine, en tout cas me concernant au-dessus des 1,0360. En Europe, on a eu également pas mal de publications d'entreprises, notamment dans le secteur auto au Michelin. C'est dit plutôt rassurante sur l'augmentation, son augmentation progressive, notamment de son chiffre d'affaires, etc. Et plutôt confiante. Voilà, elle a fait une petite conférence téléphonique avec les investisseurs pour ses perspectives. Ça a plutôt rassuré le marché. Et puis pour aller un petit peu plus loin aussi, que dans le secteur européen, il s'est passé quelque chose dans le secteur du luxe. On a Richemont qui a publié
Chiffre d'affaires sur 9 mois de 16 milliards d'euros, croissance de 3%. En fait, ça a rassuré du coup l'ensemble du secteur auto, que ça soit LVMH, Kering, Hermès. Alors, si vous voulez bien, on va faire un petit tour là-dessus. Si on regarde par exemple LVMH, et bien finalement, elle a bien profité de la publication du régime. On se dit, ah cool, il va se passer quelque chose d'intéressant sur le secteur du luxe. Toujours cette pression des droits de douane. LVMH a perdu quand même, depuis quasiment un an, elle a perdu quand même quasiment 40% de sa valeur. Je vous avais dit également ces dernières semaines, effectivement, je comprends, on arrive sur des zones importantes. Si on est plutôt acheteur, si on est plutôt optimiste, enthousiaste, notamment sur LVMH à moyen terme, profitons plutôt des replis pour pouvoir acheter plutôt que d'acheter un petit peu n'importe comment lorsqu'on est au sommet et que tout le monde en veut. Et donc, je pense qu'il y a eu cette volonté des investisseurs finalement plutôt d'acheter à bas prix ou en tout cas moins cher que l'année dernière LVMH qui a retenu finalement cette pression baissière. Et depuis, on a un élan positif qui est en train de se former sur LVMH. Alors j'allais dire à peu près la même chose qui s'est passé, donc ça ce sont plutôt des réactions à chaud dans un premier temps, mais si on regarde Kering, Hermès, c'est à peu près la même histoire. Hop, si on regarde Hermès, voilà, elle a bien profité, on a eu un gap haussier, puis finalement on continue dans cette pente ascendante qu'on connaît depuis maintenant 2-3 semaines. Et si je regarde vite fait Kering ici, hop, si je regarde Kering, elle en profite quand même beaucoup moins. Vous voyez que Kering, c'est quand même une tendance baissière qui est tellement violente et tellement forte depuis maintenant 2021. Depuis 2021, elle perd 70% de sa valeur. Donc attention à ne pas acheter en priorité ce qui est pas cher et ce qui baisse le plus parce que ça n'a pas plus de chances de monter demain. LVMH a perdu 30%, mais elle reste toujours dans une dynamique très positive à long terme. Donc, il vaut mieux privilégier ce type de dossier-là. Voilà, donc aujourd'hui, le CAC 40, qu'est-ce qui se passe? Profite du secteur du luxe, bien évidemment, du secteur auto également, peut-être même d'ailleurs du secteur bancaire aux États-Unis. Et aujourd'hui, le CAC est en train de revenir sur la borne haute de ce canal. Ici, en fait, ce canal latéral, tout simplement en range, dans lequel il est en fait depuis le mois de juillet. Depuis le mois de juillet, on est en train de se stabiliser entre 7003 et 7007. Je vous avais dit, si on arrive proche des 7003, c'est plutôt une zone achat parce que ça fait que tenir maintenant depuis des mois et des mois. Et si on arrive entre 7006 et 7007, c'est plutôt une zone de vente parce que ça fait des mois qu'on échoue systématiquement. D'ailleurs, vous vous souvenez ici, au mois de septembre, on avait eu une news de la Chine en disant on va relancer la consommation en Chine, pas de problème, on va mettre des milliards. Le secteur du luxe s'est dit ok, la Chine c'est reparti, donc le luxe c'est reparti. Parce que vous savez que le secteur du luxe en France est énormément exposé en Chine. Les Chinois sont très friands des produits de luxe français. Notamment, finalement ça a fait pchit au bout de 2 jours. Au bout de 2 jours, on a eu 2 séances énormes, on s'est dit ça y est, c'est la rupture, c'est le changement psychologique qu'il fallait, puis finalement on a fait quasiment des nouveaux plus bas sur le CAC. En tout cas, on est revenu sur les plus bas quasiment de 2024. Aujourd'hui, on a des gaps aussi, il se passait plus rien depuis une semaine, 2 semaines. Vous voyez que c'était vraiment très très versatile. Donc là, on a vraiment un sursaut, les marchés sont comme ça, sont très erratiques en ce moment. Ça part tout de suite dans un sens, puis ça peut faire retournement de situation rapidement. Donc aujourd'hui, clairement, on est dans une situation positive. Cette zone, c'est une zone de vente, oui, mais je ne vais pas vendre n'importe comment puisque le CAC peut aller tout à fait à 7009 en ligne droite. Aujourd'hui, on n'a que des signaux positifs. Donc, et vous voyez cette zone-là, tant qu'on ne réintègre pas ce range-là, tant qu'on ne donne pas un signal baissier, notamment un breakout baissier daily, 7660, pour le moment, clairement, je ne me pose pas à ce flux, clairement pas. Donc oui, on peut effectivement profiter justement de cette hausse pour mettre une casquette verte, quand bien même on arrive dans une zone de résistance. Mais encore une fois, la priorité, c'est pas dire ok, à partir de là, j'achète, ça va aller là, c'est sûr. Non, c'est de se dire si jamais demain, parce que le marché est comme ça depuis le début de l'année. Alors là, sur le CAC, c'est pas depuis le début de l'année, c'est depuis 6 mois. Depuis 6 mois, il est comme ça. Il peut retourner sa veste très très rapidement. Et là, vous voyez, si au mois de septembre, on se dit bon allez, c'est bon, c'est parti, on va to the moon, on va à 8002, finalement, on a attendu 6 mois. Si on n'a pas mis de levier, si on s'est dit ok, j'y crois mon scénario à fond, finalement, on revient à peine à son cours d'entrée. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, il faut, à mon avis, plutôt vraiment avoir des niveaux d'invalidation quand même assez rapides. Pas trop court non plus parce que le marché peut ne rien faire comme ça pendant une semaine, 2 semaines. Il peut faire au bas, sans finalement nous donner de nouveaux éléments positifs ou négatifs. Donc voilà, c'est pour ça que je mets une alerte ici. Si on réintègre, comme ça a été le cas au mois de septembre, c'est ce que j'avais fait d'ailleurs à ce moment-là, j'avais pris des positions à la vente ici pour le charbonner à la vente jusqu'à 7120 qui était mon premier objectif. Donc ça avait fonctionné ici. Est-ce que ça va fonctionner à nouveau?
Je sais pas, mais en tout cas, si on donne un signal baissier ici, à partir de là, oui, j'y retournerai clairement. Voilà concernant les publications d'entreprises, concernant les news macroéconomiques qu'on a eues cette semaine. Un petit bonus, allez rapidement, parce qu'après la vidéo devient longue. Le gold. Donc ça, on avait parlé également, je crois, si je dis pas de bêtises, dans le dernier débrief hebdo. En tout cas, j'en avais parlé sur IVT ou en live sur Twitch ou dans les Morning Mood. Mais en tout cas, on a ici un triangle symétrique. Triangle symétrique, plus de chances de continuer dans le sens de la tendance précédente que l'inverse. Et vous voyez que tranquillement, on est en train de monter. Alors, ça accélère pas plus que ça, parce que tout simplement, le dollar américain n'est pas en train de se détendre plus que ça. Ce qui est assez étonnant d'ailleurs. Donc ça, il faut mettre quand même faut peut-être quand même mettre une petite alerte ou une petite retenue par rapport à ça. Invalidation si on retombe en dessous des 2690 et qu'on réintègre à nouveau ce triangle symétrique, ce qui est tout à fait possible. Mais en tout cas, là pour le moment, on a des signaux positifs également sur les cours de l'or. Voilà pour aujourd'hui, messieurs, dames. Concernant la partie crypto, alors très rapidement, j'ai déjà fait une vidéo il y a quelques jours. N'oubliez pas de la visionner si tel n'est pas déjà le cas. Merci en tout cas de tous les pouces vers le haut que vous avez lâché dans le dernier débrief crypto. Vous avez tout pété, donc merci beaucoup. On est toujours dans des dynamiques qui sont en fait très positives sur le marché crypto. Mimétisme par rapport au marché traditionnel. Ça se passe bien sur les marchés traditionnels, ça se passe bien sur le marché crypto. Preuve en est. Total, on a fait pile poil la borne basse de ce range, toujours positif. Vous avez dit à ce moment-là, c'est là que j'ai des épisodes, ce qui permettra justement de continuer à travailler en gestion active. Total 3, si on exclut Bitcoin et Ether, ça se passe bien. Bitcoin, ça se passe bien, on tient les 92 000 dollars sur Bitcoin, donc tout va bien. L'Ether, on a fait justement cette petite épisode que j'avais ici sur les 3100 dollars. Ça se passe bien aussi. On a fait une mèche qu'on appelle un spike baissier et puis derrière, le marché a ravalé. Donc ça, c'est plutôt des signaux positifs. Et on a pas mal de cryptos qui se comportent très bien, que j'aime beaucoup, type AAVE, type RE également. Voilà, crypto très très fort, tendance primaire haussière. On a des phases de consolidation latérale, derrière ça repart. Donc aujourd'hui, oui, il y a plus de chances effectivement qu'on aille chercher des nouveaux records historiques, notamment sur le Bitcoin, que pour le moment, on aille beaucoup plus bas. Les tendances de fond restent positives, les supports ont tenu. Et quand on a des mini paniques, comme on a eu lundi sur le marché crypto, le marché tout de suite ravale la bougie et l'invalide très très rapidement. Donc ça montre que les acheteurs ont quand même faim. Et dès qu'il y a des paniques, finalement, les plus gros, j'espère que vous en faites partie, ne paniquent pas et au contraire rachètent ceux qui se font découper, puisqu'on a eu quand même 600 millions de dollars de positions qui ont été liquidées lundi avec cette petite mèche qu'on a là. Alors pas que sur Bitcoin, sur l'ensemble du marché, mais en tout cas voilà ce que ça nous donne. La semaine prochaine, alors lundi les marchés seront fermés, jour de Martin Luther King. On aura des publications macroéconomiques beaucoup plus light la semaine prochaine, des PMI, des publications de résultats en veux-tu, en voilà. Alors il y a pas vraiment de gros mastodontes la semaine prochaine. On aura notamment Netflix. Vous voyez ici, par exemple, si je regarde le planning, lundi, on n'a pas grand-chose. Mardi, on a du 3M, par exemple. Tac. Netflix, United Airlines, Procter & Gamble, Johnson & Johnson. Si je continue un petit peu, mercredi, on a Alcoa quand même qui publie. On aura également voilà quelques publications d'entreprises ici. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Jeudi, on aura Texas Instruments, Intuitive Surgical. Qu'est-ce qu'on a d'autre? First Bank aussi. Et puis vendredi, Verizon, American Express par exemple, Ericsson, etc. Donc on a quand même pas mal de publications d'entreprises. On n'a pas encore les gros mastodontes. Les gros mastodontes, ça viendra la semaine suivante, messieurs, dames. Le débrief hebdo, c'est déjà terminé. J'espère que j'ai rien oublié. En tout cas, j'ai essayé de faire au mieux pour vous présenter tout ça, ce que j'ai fait, ce que je vais faire, de bien, de moins bien, et ce que je vais faire du coup la semaine prochaine. Merci encore en tout cas du soutien que vous avez et que vous apportez à cette chaîne plus tôt. Je vais essayer de terminer la vidéo correctement en essayant de m'exprimer comme il se doit et je vous dis à très très vite. Merci à tous. Ciao.